Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo est consacrée au cours du 9 avril, du jeudi 9 avril. Durant cette séquence, nous allons corriger les trois activités que vous aviez à réaliser pour aujourd'hui. Et donc ces trois activités tournaient autour des transferts quantiques d'énergie et de la dualité onde-particule. Donc, première activité, celle du livre, page 376, vous aviez les questions 1, 2, 4 et 5 à traiter. Donc, dans, ce, dans cette activité, en fait, ça commençait par un petit texte de votre livre qui présentait l'évolution des idées sur la lumière. Alors, ça commençait par Newton qui avait une vision particulière de la lumière. Il considérait que la lumière était faite de petits corpuscules. Ça a duré jusque début du 19e siècle où Thomas Young a réussi à montrer par sa fameuse expérience des fans de Young, hein, souvenez-vous, on a traité ça en début d'année, que la lumière permettait de produire des interférences et que ça ne s'expliquait que si on considérait que la lumière était une onde et que la superposition d'ondes qui arrivaient dans des états en phase ou en opposition de phase permettait d'expliquer qu'on avait des franges sombres et des franges claires. Tout ça a été confirmé par la suite par les travaux de Maxwell, qui a unifié la lumière et les ondes électromagnétiques, donc le magnétisme et l'électricité. Et donc tout ça fonctionnait très bien jusqu'à 1888 où Heinrich Hertz fait une expérience que le modèle ondulatoire n'arrive pas à expliquer. Alors cette expérience, c'est quoi? On a une plaque métallique qui est éclairée avec des ondes électromagnétiques. Quand on utilise des ondes plus grandes, donc par exemple quand on passe du violet vers le rouge, eh bien on n'a plus à arracher des électrons. C'est-à-dire qu'à faible longueur d'onde, donc des lumières plutôt violets, on arrive à arracher des électrons. Et si on prend des longueurs d'onde un peu plus grandes, eh bien même en attendant plus longtemps, on n'arrive pas à arracher ces électrons. Et ça, le modèle ondulatoire ne permet pas de l'expliquer. Alors, ça dure un peu jusqu'en 1905 et là, Einstein arrive à expliquer cet effet photoélectrique. Il aura le prix Nobel de physique en 1921 pour ça. Et donc la fameuse année 1905, année miraculeuse, hein, où il produit ces quatre articles, on en a parlé quand on a parlé de la relativité restreinte. Et le premier article, donc justement, c'est sur l'effet photoélectrique. Et donc il postule que le rayonnement est constitué de particules qu'on appelle des quantas d'énergie. Plus tard, on les appellera les photons. Et donc, en fait, lui, Einstein, considère que la lumière se comporte à la fois comme une particule et comme une onde. Donc, en fonction des situations dans lesquelles on se trouve, on aura un comportement ondulatoire comme dans l'expérience de Young, ou un comportement corpusculaire ou particulaire comme pour l'effet photoélectrique. Et donc quand ce photon a une énergie suffisante, il arrache ses électrons, et puis s'il a une énergie insuffisante, il ne l'arrache pas. E égale hc sur lambda, hein. Si lambda est trop grand, E est trop petit, et donc il n'arrachera pas les électrons, le photon. Bon, voilà. Donc là, 1905, donc, le modèle ondulatoire et le modèle corpusculaire cohabitent, coexistent pour le photon. Et 1923, un Français, Louis de Broglie, alors ça se prononce de Broglie, ça s'écrit de Broglie, étend cette dualité onde-particule aux particules de matière telles l'électron, le proton, voilà, qui sont connus à l'époque, le neutron plus tard, les atomes viendront, on arrivera à l'étendre à des atomes, à des molécules même. Et donc on va le voir dans le cours de mardi. Et donc il généralise cette dualité onde-particule aux particules de matière. Alors, première question, la modélisation de la lumière a évolué dans le temps, d'après le texte ci-dessus. Quelles ont été les différentes contributions à cette modélisation? Donc on en a parlé ici. Modèle particulier pour Newton, ondulatoire pour Young, Fresnel et Maxwell, et modèle ondulatoire et particulière pour la lumière pour Einstein, et extension de cette dualité onde-particule aux autres particules de matière par de Broglie. Deuxième question, quelle observation s'explique par l'aspect particulier de la lumière? Eh bien, c'est l'effet photoélectrique, hein, l'expérience d'Heinrich Hertz en 1888. L'aspect ondulatoire, là, c'est Thomas Young, hein, le début du 19e, 1800, je ne sais plus exactement la date, 1805, un truc comme ça, pour les interférences.
Question 4, les deux aspects de la lumière, donc c'est particulaire et ondulatoire. Et enfin, question 5, rappelez l'expression de l'énergie transportée par un photon, c'est E égale hc sur lambda. Et justifier l'expression écrite en italique dans le texte. Alors en italique dans le texte, on nous dit, alors il faut que je retrouve ici, voilà, si on utilise un rayonnement de plus grande longueur d'onde, donc de moins grande énergie, bah, si on augmente lambda, on diminue E comme lambda est au dénominateur, E égale hc sur lambda, si lambda augmente, E diminue. Donc E l'énergie en joules, H la constante de Planck, C la célérité de la lumière et lambda la longueur d'onde en mètres. Alors deuxième activité, une nouvelle représentation. Alors donc là, dans cette activité, on vous présentait les travaux de De Broglie. Donc en 1923, le physicien français Louis de Broglie propose d'étendre aux particules matérielles, électrons-protons, la dualité onde-particules admise pour la lumière. Une des expériences illustrant ce double comportement consiste à envoyer des électrons un par un au travers de deux fentes rapprochées, les fentes Young, puis à observer leur comportement en sortie en y plaçant un écran. Donc là, bon, quand on envoie très peu d'électrons, on ne voit pas grand chose, on a l'impression que les électrons se répartissent de manière à peu près homogène. Et puis finalement, quand on en envoie beaucoup, on voit apparaître les franges d'interférence avec des zones de concentration d'électrons, les franges claires, et les zones avec quasi-absence d'électrons, les franges sombres. Donc dans sa thèse, De Broglie énonce: quand deux théories fondées sur des idées qui paraissent entièrement différentes rendent compte avec la même élégance d'une même vérité expérimentale, on peut toujours se demander si l'opposition des deux points de vue est bien réelle et n'est pas due seulement à l'insuffisance de nos efforts de synthèse. Donc De Broglie propose une relation qui unit le concept d'onde et de particules. Il relie la quantité de mouvement, P égale mv, concept particulière, et la constante de Planck et la longueur d'onde, concept ondulatoire, P égale h sur lambda. Alors pour vulgariser un peu ces idées, Gamow donc écrit le Nouveau Monde de Tom King, dans lequel on se retrouverait avec une constante de Planck qui vaudrait à peu près 1. Et donc dans son livre, un safari est organisé, un groupe d'animaux est rabattu sur une haie continue présentant deux trous. Cette haie passée, les animaux forment alors des zones de plus forte présence à l'image des interférences ondulatoires. Dans le monde de Tompkins, quelle serait la longueur d'onde associée à des papillons de masse m égale 1 10-3 kg et de vitesse v égale 2 mètres par seconde? Donc là, on applique la relation de Broglie, P égale h sur lambda. On a h qui vaut 1 et ici donc P qui vaut mv, donc lambda va être égal à h sur P. Donc si on remplace ici, lambda égale h sur P égale h sur mv, 1 sur 1 10-3 puisque la masse s'exprime en kilogrammes, la vitesse est en mètres par seconde, donc ça nous fait une longueur d'onde de 500 mètres. Donc, ici, la longueur d'onde de 500 mètres là. Et si un nuage de papillons passe à travers un obstacle d'ouverture 100 mètres, que peut-on prévoir de la répartition des papillons après l'obstacle? Donc si on a un obstacle de 100 mètres et une longueur d'onde de 500 mètres, hein, souvenez-vous le chapitre sur la diffraction, quand on a un obstacle ou une ouverture du même ordre de grandeur ou plus petit que la longueur d'onde, on a un phénomène de diffraction qui est très visible, qui est mis en évidence. Là, ici, on a une longueur d'onde de 500 mètres et on a un obstacle de 100 mètres. Donc on va avoir mise en évidence de ce phénomène de diffraction. Et donc on va observer des papillons qui vont se répartir par paquets plus ou moins denses après la fente, à l'image d'une figure de diffraction observée avec la lumière. On vous demande de refaire le calcul en prenant en compte la vraie valeur de la constante de Planck, 663 10-34 joules seconde, valeur qui n'est pas à connaître, on vous la donnera. Et bien donc quand on fait le calcul avec cette vraie valeur, on trouve lambda égale 3,3 10-31 mètres. Donc la longueur d'onde de ces papillons, 3 10-31 mètres, donc évidemment là on n'aura aucun phénomène ondulatoire, hein, mais un comportement particulier comme dans la réalité, c'est-à-dire que là lambda est beaucoup plus petit que 100 mètres, puisque ça vaut 10-31 mètres, donc on n'a aucun phénomène de diffraction. Donc la constante physique qui semble contrôler le comportement ondulatoire des objets semble être la constante de Planck ici, puisque on voit que quand on prend une constante de Planck qui vaut 1 joule seconde, eh bien on voit des phénomènes ondulatoires même à notre échelle, alors que
quand on prend la vraie valeur de la constante de Planck, eh bien, ces valeurs, enfin, ces comportements ondulatoires ne se passent que pour des toutes petites particules, comme les électrons ou les protons par exemple. On vous demandait ensuite de compléter le tableau suivant en calculant A sur lambda. Donc on a vu que lambda était égal à H sur P, c'est-à-dire H sur MV. Donc A sur lambda, ça va nous faire AP sur H, ou AMV sur H. Donc A, on l'a ici, dans cette colonne-là, M ici, M ici, première colonne, et V, deuxième colonne. Donc AMV sur H, eh bien, il suffisait de multiplier les trois premières cellules ici et de diviser par 6,63 10-34. Et ça nous donnait 3 10 puissance 30, 5 10 puissance 35 pour nuages de papillons ou foule de manifestants, c'est-à-dire des corps qui sont macroscopiques à notre échelle. Et pour des corps microscopiques, comme des atomes refroidis ou des électrons, on avait 0,5 et 0,67. C'est-à-dire que la taille de l'obstacle et de la longueur d'onde étaient à peu près du même ordre de grandeur quand on avait des atomes ou des électrons, et pas du tout quand on avait des papillons ou une foule de manifestants. Donc là, on arrivait à voir des phénomènes de diffraction pour des atomes ou des électrons, et pas du tout pour des objets macroscopiques. On vous demandait ensuite, on vous expliquait ensuite qu'en 92, une équipe japonaise a observé des franges d'interférence avec des atomes refroidis, c'est-à-dire ralentis par un laser. Expliquer la nécessité de ralentir des atomes pour observer leur comportement ondulatoire. Bien, si on diminue la température, c'est une grandeur macroscopique qui, à notre échelle, qui est à notre échelle et qui, au niveau microscopique, représente l'agitation des particules. Donc si on diminue la température, on diminue la vitesse. Et comme lambda est égal à H sur P, donc est égal à H sur MV, si on diminue la température, on va diminuer la vitesse, on va augmenter la longueur d'onde. Et donc ce sera plus facile d'observer des phénomènes ondulatoires, puisque si on augmente la longueur d'onde, on arrivera plus facilement à avoir des obstacles qui seront du même ordre de grandeur que la longueur d'onde. Et enfin, les deux dernières questions. Pourquoi le comportement ondulatoire des objets macroscopiques est-il inexistant? Eh bien, parce que A et lambda ne sont pas du même ordre de grandeur, hein, comme on le voit ici. On a A et lambda qui sont quand on fait A sur lambda, on trouve 10 puissance 30 ou 10 puissance 35, c'est pas du tout du même ordre de grandeur. Donc on n'a pas comme on n'a pas A et lambda du même ordre de grandeur, eh bien on ne peut pas avoir de phénomène de diffraction ici. Et quelles conditions doit vérifier A sur lambda pour considérer comme dominant les phénomènes ondulatoires? Eh bien, il faut que A sur lambda soit de l'ordre de 1 ou plus petit, puisque je rappelle que la taille de l'obstacle ou l'ouverture doit être plus petit ou du même ordre de grandeur que la longueur d'onde. Donc, pour que les phénomènes ondulatoires se manifestent, A sur lambda doit être inférieur ou égal à 1. Alors, troisième et dernière activité pour aujourd'hui. Donc là, toujours sur la dualité onde-particule et sur l'expérience des Fan Jung, mais en envoyant des photons ou des électrons, mais à l'unité. Et bien, donc là, vous aviez un texte qui était qui venait d'un livre écrit par Einstein et Infeld sur l'évolution des idées en physique. Et donc dans ce texte, il représentait l'expérience des Fan Jung et il imaginait ce qui se passerait si on envoyait les électrons un par un. Bon, c'était uniquement imaginé à ce moment-là, puisque c'était pas réalisable à l'époque d'Einstein. Hein. Il est mort en 1955. Mais là, cette expérience, elle a été réalisée, comme on l'a vu dans l'activité précédente, dans les années 90. Et donc là, ce qu'on voit ici, c'est ce que prévoyait Einstein. C'est-à-dire qu'au départ, quand on envoie très peu d'électrons, on n'a pas l'impression qu'il y ait une règle claire dans la manière dont ils se répartissent. Et puis au fur et à mesure, on voit commencer à voir apparaître des franges ici claires et des franges sombres. Et quand on met beaucoup d'électrons, on a nettement des franges claires et des franges sombres. Donc on voit apparaître la figure d'interférence. Alors, ici, on vous demande pour un faible nombre d'électrons, la distribution sur l'écran de ceux-ci semble-t-elle se faire de manière chaotique ou ordonnée? Faible nombre d'électrons, c'est chaotique, ça se répartit, on a l'impression, de manière un peu aléatoire. Quand on a un nombre important d'électrons, on voit quand même qu'on a des zones privilégiées, des zones où la probabilité de trouver des électrons est bien plus grande, hein, des franges claires ici. Quel autre phénomène abordé en physique trouve une interprétation probabiliste après la multiplication des expériences? Eh bien, c'est la désintégration des noyaux radioactifs. Hein, souvenez-vous, votre cours de première.
si vous avez 100 noyaux radioactifs dont la période est de 1 jour. La période, hein, c'est la durée au bout de laquelle il ne nous reste plus que la moitié des noyaux radioactifs. Donc ça veut dire qu'au bout de 1 jour, on n'en aura plus que 50. Un jour plus tard, on n'en aura plus que 25. Et encore un jour plus tard, on en aura entre 12 et 13. Donc là, on a division par 2 tous les jours. Donc quand on prend les 100 noyaux radioactifs de départ, on est incapable de dire lequel va se désintégrer en premier, lequel aura disparu au bout de 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais par contre, on peut dire avec une très grande certitude qu'au bout d'un jour, on n'en aura plus que la moitié, puisque la période radioactive vaut 1 jour ici. Donc là, c'est un phénomène, par la désintégration des noyaux radioactifs, où on peut, où l'interprétation probabiliste intervient. On dit d'ailleurs que les noyaux radioactifs meurent sans vieillir. Nous, en vieillissant, notre probabilité de mourir augmente. Les noyaux radioactifs, c'est pas le cas. Ceux qui ne se sont pas désintégrés au bout de 1 jour, ils ont toujours la même probabilité de se désintégrer que la veille. Ça n'a pas changé. Elle est toujours de 50% au bout d'1 jour. Et s'ils ne sont pas désintégrés au bout de 3 jours, pareil, leur probabilité de se désintégrer, elle est toujours de 50% au bout de 3 jours. Alors que nous, quand on a 80 ans, notre probabilité de mourir, elle est bien plus grande que quand on en a 20. En vieillissant, notre probabilité de mourir augmente. Ce n'est pas le cas pour les noyaux radioactifs. Que peut-on affirmer sur la probabilité de présence des impacts des électrons en fonction des zones sombres et lumineuses? Eh bien, les parties les plus lumineuses correspondent aux zones où la probabilité de présence est la plus importante, hein, alors que la probabilité des impacts sera la plus importante, alors que les zones sombres, la probabilité d'impact sera plus faible. Dans l'expérience 2D, on envoie un 6001e électron. Quelles sont les zones où la probabilité de trouver l'impact de cet électron est maximale et minimale? On peut prévoir que sur certaines zones, la probabilité de l'impact est quasi nulle, et sur d'autres zones plus importantes, mais rien d'autre. On aura une probabilité maximale dans les zones claires, une probabilité minimale dans les zones sombres. On ne peut pas dire où va se trouver ce 6001e électron. Comment le physicien peut-il étudier des objets dont le comportement individuel est aléatoire? Eh bien, on en a déjà parlé. Hein. On va tirer des renseignements du comportement collectif ou de la multiplication de l'expérience individuelle. Donc la multiplication de l'expérience individuelle ou le comportement collectif d'objets identiques permettent d'extraire dans le cadre de phénomènes aléatoires des informations probabilistes, comme dans le cadre de la radioactivité. Donc tout ça va nous permettre de construire notre cours, le cours de mardi. Et donc mardi, on aura le cours sur ce chapitre-là et des exercices à faire pour jeudi qu'on corrigera et ce qui clôturera le chapitre 14 et j'espère également notre confinement. Voilà, bonne journée, bon travail et à bientôt.